J'aimerais que tu nous expliques le principe du tracé régulateur, parce que en fait, il impose des points ou des lignes sur lesquelles prennent appui l'ensemble de tes calculs. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, alors ce qu'on connaît sous l'appellation de tracé régulateur, on connaît ça pour les monuments religieux en fait. Donc c'est un tracé géométrique qui en principe sous-tend le tracé architectural d'un monument, hein. Donc c'est un tracé qui est invisible, mais dont on pense qu'il est à l'initiative de l'architecte en fait, qui va être en charge de construire un monument religieux, par exemple. Euh, alors ce que je te dis là, ce sont des choses qu'on trouve dans les livres en fait, hein, en termes de définition du tracé régulateur et donc ce sont des notions qui restent de toute manière une interprétation, voilà, et qui fait a priori consensus en fait parmi les différents auteurs qui sont attachés à travailler sur les tracés régulateurs. Donc l'idée, c'est que c'est à l'initiative de l'architecte. L'architecte est lui-même en charge de synthétiser dans l'expression d'un monument un programme qui lui a été confié par un maître d'ouvrage. Donc si on parle de monument religieux, on va parler de l'Église comme maître d'ouvrage, qui va donner d'une certaine manière un programme à l'architecte. Et ce programme va constituer une espèce de dédicace en fait et sur la base de cette dédicace, l'architecte va tracer donc ce qu'on appelle ce tracé régulateur de l'édifice, va dessiner des principes géométriques qui vont être en relation avec la dédicace. Et sur ce tracé, qui va être partiellement ensuite euh, devenir invisible, va venir se greffer vraiment le dessin de la structure du monument qu'on veut construire. Voilà. Euh, Pourquoi je dis que c'est ce qu'on se trouve effectivement dans les livres, cette définition-là? Parce que moi, aujourd'hui, avec un peu de recul et un peu d'expérience, je m'aperçois que c'est pas forcément comme ça que les choses fonctionnent. Euh, je m'aperçois qu'en fait, il existe, du fait de la nature elle-même, en fait, des relations géométriques entre différents points. Alors, on peut relier cette géométrie à des phénomènes énergétiques également. Et je m'aperçois qu'en fait, à un moment donné, l'homme, il a même pas eu besoin de réfléchir, si tu veux, à la dédicace apportée au monument, mais que potentiellement, il n'a pu que suivre un schéma sensitif ou qui lui est transmis d'une autre manière, mais par quelque chose qui le dépasse, qui n'appartient pas à notre réalité objective. Et du coup, il n'intervient plus, voilà, comme étant à l'initiative du tracé, mais simplement comme celui qui va le mettre en œuvre à partir de choses qui sont préexistantes et que propose la nature. Ouais, ça fait beaucoup penser, tu sais, à ce que disait Marc Kahl, ce grand chercheur Ouais, Jean-Marc sur Calt les sur le Celtes. celtisme. Il y a un de ses livres où il termine en disant que, en fait, la seule visée des Celtes, c'était d'objectiver l'invisible. Donc c'est vrai, quand on suit ton travail, on a l'impression que c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire qu'ils veulent manifester dans le champ de l'humain, en fin de compte, Exactement. des secrets de la nature qui sont invisibles. Oui, Comme si, en fait, ils avaient compris, on pourrait dire presque dans la langue des oiseaux, en fait, l'horlogerie de l'espace et du temps. C'est-à-dire les mécanismes, enfin, qui régissent le vivant de la Terre, et que par bribes comme ça, ils ont reconstitué, en fait, la formule. oui, Voilà, le mot dédicat, ça me fait penser un peu à la formule. C'est-à-dire que peut-être qu'un lieu, c'est le lieu de saisie d'un secret de la nature et qui est objectivé et puis en même temps amplifié par la structure, par les humains. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? bah, je suis assez raccord avec ce que tu, ce que tu exposes là, en fait. Euh, je m'aperçois effectivement, comme je le disais, que la nature est capable de proposer des choses par elle-même et que par je ne sais quel moyen, par contre, l'homme a été à un moment donné capable de ressentir ces choses-là pour les exprimer en tant qu'espace sacré, hein, puisque de toute manière, moi je travaille que sur ce type de monument.
Euh, et donc, le monument en lui-même va avoir pour conséquence donc de modéliser finalement cet invisible qui n'est pas totalement invisible, parce que Oui, justement, la géométrie et les nombres que je propose permettent de rendre visible cet invisible, hein. C'est un oui, espace qu'ils avaient effectivement des sens qui leur permettaient d'appréhender des choses qu'on n'est plus capable d'appréhender nous aujourd'hui. Alors, on a avec la discipline actuelle de la géobiologie, effectivement, tout un tas de personnes qui sont euh, à même de pouvoir détecter un tas de choses qui relèvent de cet invisible. Euh, donc, il faut pas faire une généralité de notre époque actuelle par rapport à ce non-ressenti. Il existe encore et puis on est capable de le travailler et puis de l'enseigner. Mais c'était probablement des choses qui étaient beaucoup plus naturelles il y a quelques milliers d'années, à une époque où l'homme était beaucoup plus en relation avec la nature que- qu'à notre période. Donc plus de facilité à ressentir ces lieux, à ressentir cet invisible, et donc du coup à vouloir le manifester d'une manière objective par l'organisation en volume d'un monument. Alors au départ des pierres, mais progressivement ces pierres ont été remplacées par des petits temples, et puis ces petits temples par des monuments religieux, une chapelle, ensuite une église, ensuite une cathédrale, etc., etc. Sempiternel, le flux de l'origine, conscient de tout sauf de lui-même, l'instant est éternel. Ah. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, arrive au cœur de l'atome, trauma après l'hématome. Divine amnésie de l'homme, sempiternelle origine. Frêle étincelle